Bonjour Dora, bienvenue et Bonjour. merci d'avoir accepté notre invitation pour Place aux Flammes, l'émission qui donne la parole aux femmes. Aujourd'hui, on est chez Willa. Willa, c'est un incubateur de l'entrepreneuriat au féminin qui t'a accompagné sur un de tes nombreux projets. Peut-être qu'on y reviendra sûrement plus tard. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter, s'il te plaît ? Oui. Merci de m'avoir invitée déjà et bienvenue chez Willa, effectivement. Donc je m'appelle Dora Blasberg, je suis mariée, j'ai un bébé de 10 mois et je suis en situation de handicap invisible avec 2 maladies aux os. Je suis ce qu'on appelle en fait une slasheuse. Il n'y a pas longtemps que j'ai appris que ça s'appelait comme ça, c'est-à-dire que j'ai plusieurs activités professionnelles, plusieurs métiers. Et d'ailleurs, souvent on m'a dit « Non mais Dora, enlève quelque chose de ton CV, on ne sait même pas comment te définir. » Donc en quelques mots, donc, je suis psychologue du travail. J'ai fondé en 2020 ProAdapt. Je pense qu'on en reparlera après. J'ai créé il n'y a pas longtemps Dora Blasberg Conseil. Je suis également enseignante vacataire à l'université. Et j'ai un petit projet de roman positif dans la tête en ce moment aussi. Ok, trop bien, oui. Vraiment beaucoup de choses et un parcours super inspirant. L'émission s'appelle Flamme. Est-ce que tu pourrais nous dire de qui t'as reçu la flamme ? Est-ce que tu as des personnes qui t'ont inspiré dans tout ton parcours ? Comment tu l'as reçue voilà. Alors la flamme, il y a plusieurs choses. Donc la flamme, je pense que je l'ai reçue un peu comme un coup de massue quand j'ai eu 7 ans, donc l'âge de raison, quand on est gamin, qu'on pense qu'on a la vie devant nous et on est totalement insouciant. Moi j'avais des douleurs très importantes. On m'a pris au début pour une rigolote en me disant c'est dans la tête, Dora, voilà. Donc j'ai eu cette expérience enfant où j'ai fait de nombreux examens médicaux parce que mes parents croyaient en moi et m'ont dit écoute, on te prend au sérieux. Les médecins pensaient au début que je m'étais cassé la clavicule, donc j'ai eu le truc qui maintient en arrière, des choses comme ça. Et au fur et à mesure des mois et des examens médicaux, on m'a découvert une maladie grave, rare, incurable, sans recherche scientifique, donc sans traitement adapté non plus. En tout cas à l'époque, parce que c'était il y a quelques années maintenant. Et donc c'est vrai que c'est une sorte de flamme parce que j'ai appris à vivre différemment, parce que j'ai appris à me relever malgré cette épreuve qui est assez difficile. Et puis j'ai eu la chance d'avoir l'accompagnement de ma famille, de mes amis de l'époque, où ils m'ont pas considérée comme une enfant handicapée, mais une enfant tout court, mais avec des capacités limitées dans certains domaines. Donc j'ai toujours été dispensée de sport. Je devais vraiment faire attention. Et puis, par moment, je ne pouvais pas écrire, par exemple, avec ma main droite, parce que ma maladie se concentre sur mon épaule droite. Et donc, je devais tout simplement prendre ma main droite avec la main gauche pour manger, pour me brosser les dents. Et donc, j'ai développé aussi le fait d'être ambidestre et d'arriver à ce que je voulais d'une manière différente. Donc ça, c'est la première flamme que j'ai reçue. Finalement, c'est une flamme à la base négative, cette maladie, mais où j'ai appris à développer d'autres compétences, à aller au-delà de ce que je pensais impossible, parce que la douleur chronique, c'est juste horrible. La fatigue chronique, c'est juste horrible. Et pourtant, je voulais avancer dans la vie comme mes autres copains, mes amis, et je voulais faire tout ce qu'eux faisaient aussi. Donc voilà, j'ai vraiment été de l'avant malgré cette maladie. Donc ça, c'est ma première flamme. Et je pense que la principale flamme que j'ai reçue et qui fait que je suis là devant vous aujourd'hui, je l'ai reçue d'une maman de cœur, maintenant je l'appelle comme ça, qui s'appelle Mireille Malo. Mireille Malo, c'est une femme extraordinaire qui a beaucoup contribué dans le domaine de l'inclusion pour les personnes en situation de handicap dans la France entière. Elle a participé notamment à l'écriture de la loi 2005, qui est majeure en termes d'accessibilité et d'inclusion. Et c'est quelqu'un que j'ai rencontré un peu par hasard. Je cherchais un job d'étudiant et elle avait posté un job pour s'occuper de sa fille, donc d'auxiliaire de vie, sa fille qui est polyhandicapée, qui s'appelle Lise. Et donc j'ai candidaté, malgré ma maladie, je me suis dit ok, je peux m'occuper d'une personne handicapée le week-end, le soir, pour me faire un peu d'argent en tant qu'étudiante. Et finalement, d'une rencontre complètement hasardeuse, ça a été une rencontre merveilleuse, parce que je me suis aperçue que la mère de Lise, dont je m'occupais régulièrement, c'était une femme incroyable qui portait des projets, qui porte toujours des projets incroyables pour faire bouger la société dans le domaine de l'inclusion, le festival Regard Croisé, des concours de bande dessinée. Et en fait, grâce à elle, donc j'étais jeune étudiante en psychologie du travail, et j'ai pris conscience que je ne devais pas cacher mon handicap, parce que j'en parlais pas.
Et qu'au contraire, c'était une force. C'était un trait de caractère qui me définit finalement et qui fait que je suis celle que je suis aujourd'hui, que j'ose aller de l'avant, que j'ose avoir des rêves qui sont parfois inimaginables dans la tête de certains, où ils me disent mais non, tu vas jamais y arriver. Si, je vais y arriver parce que j'ai cette maladie et que j'ai réussi à être là aujourd'hui, donc je vais arriver à réaliser les prochains rêves. Et cette personne, Mireille Malo, elle m'a transmis la flamme de croire en mes projets et de croire au fait que le handicap, on s'en fiche, ce qui compte c'est les compétences. Et donc oser dire qu'on peut avoir des compétences malgré une situation de handicap. Et c'est une merveilleuse femme qu'elle m'a transmise. Ah ouais, super inspirant. C'est une femme incroyable. Et visiblement, tu as vraiment justement nourri cette flamme dans tous tes projets. J'aimerais bien qu'on revienne aussi sur le fait que tu étais maquilleuse. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, nous raconter une petite anecdote là-dessus? D'ailleurs, Dora m'a fait un petit look pour l'épisode très vite fait. Voilà. C'était pas prévu. Mais est-ce que tu peux nous parler de ça? Parce qu'effectivement, comme tu disais en off, l'apparence c'est hyper important, se sentir physiquement bien, présentable et tout, je trouve que c'est hyper intéressant. Oui, alors effectivement ça a été ma première auto-entreprise quand j'étais étudiante en psychologie du travail. Donc j'étais, si on résume bien, déjà à l'époque j'étais slasheuse, en fait je savais pas que ça s'appelait comme ça, mais je m'occupais des enfants le mercredi en périscolaire, donc j'étais animatrice avec le BAFA, j'étais auxiliaire de vie les vacances le soir, le week-end, et j'ai développé des compétences dans le maquillage, donc j'ai suivi des cours de maquillage professionnel, en plus d'être étudiante en psychologie. Voilà, déjà à l'époque. Ça fait beaucoup. Et je sortais avec mes copains, et j'avais une vie sociale, et voilà. Donc en fait, voilà, j'ai toujours un peu été comme ça. Et effectivement, par rapport au maquillage, donc moi à l'époque, pour remettre dans le contexte, j'étais hyper introvertie, hyper timide. Dès que je prenais la parole, je devenais rouge. Enfin voilà, j'étais vraiment de ce type de personne-là. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de femmes, notamment, qui n'avaient pas confiance en elles. Ouais. Je m'en suis rendu compte au cours de mes différentes expériences bénévoles. Et je me suis dit comment je peux les aider. Et je sortais en fait d'un bac art appliqué, où je me suis ensuite réorientée plutôt dans le social et dans la psychologie du travail. Et je me suis dit, allez, bingo, en fait, je vais mêler ma passion pour l'art et la psychologie et le social, et donc je vais faire du maquillage professionnel. Tout le monde m'a dit, mais Dora, tu te maquilles jamais, tu sais pas faire, tu y arriveras jamais, ah, vous me connaissez pas. Et donc j'ai commencé ces études qui étaient à Paris, alors moi j'étais à Tours, en parallèle de ma psycho, et je suis devenue maquilleuse professionnelle très rapidement. Et effectivement, j'ai accompagné des femmes pour rebooster leur estime d'elles-mêmes, les aider à retrouver confiance en elles-mêmes, grâce au maquillage notamment, des femmes qui sortaient de prison dans des associations, des femmes qui traversaient des épisodes de cancer, des épisodes de maladies graves, des femmes qui étaient battues, enfin voilà, des femmes au parcours de vie très compliqué. Et en fait, c'était des femmes souvent qui arrivaient pas bien, on en parlait tout à l'heure. Quand on va pas bien, souvent on se met en jogging, on veut pas s'habiller, on veut pas se coiffer, on attache les cheveux n'importe comment, on se maquille pas, on met pas forcément sa crème et tout ça. Et en fait, quand on se regarde dans le miroir, alors que ça va déjà pas, on est déjà dans un moment de down, et bon, on n'apprécie pas notre image, on n'apprécie pas ce qu'on renvoie. Et c'est vrai que le maquillage, ça aide à éliminer un peu la journée, à se dire en fait je suis quelqu'un, en fait j'ai le droit d'exister, en fait finalement j'existe et j'ai des compétences et je peux aller de l'avant. Et donc c'est comme ça qu'avec le maquillage j'ai aidé ces femmes-là, et on avait fait une étude scientifique avec un neuropsychologue et l'université de Tours à l'époque pour prouver justement l'impact du maquillage, donc de l'apparence physique, sur les relations interpersonnelles, et en fait ça a une grande importance, comment l'autre nous perçoit. Et en 30 secondes, un cerveau juge, c'est des biais cognitifs. Donc si on est crasse-poutouille, eh bien l'autre va attribuer plutôt de l'incompétence, plutôt des qualités négatives. Et donc le maquillage, ça a beaucoup aidé des femmes. Et c'était des expériences magnifiques. Ouais, j'imagine que tu as dû voir aussi des visages s'illuminer de l'intérieur. Oui, c'est ça. Et voilà, reprendre confiance en elle. Et un de mes plus beaux souvenirs, c'est bizarre, hein, mais en maquillage, c'est une femme aveugle que j'ai maquillée, donc qui ne voyait pas du tout comment je la maquillais. Et je lui expliquais au fur et à mesure ce que je lui faisais sur son visage. C'est assez compliqué, hein, parce que c'est imperceptible, et pour quelqu'un d'aveugle qui n'avait jamais vu, parce qu'il y a des personnes qui deviennent aveugles, mais elle n'avait jamais vu. Elle m'a fait une confiance absolue en me confiant son apparence physique, en fait.
Et je la maquillais petit à petit, je lui ai expliqué. Et on était dans un contexte professionnel, justement, du festival Regard Croisé Métier Handicap de Mireille Malo, dont je parlais tout à l'heure. Et en fait, petit à petit, donc, il y avait son manager à côté qui a dit, mais t'es en train de devenir resplendissante, et pas d'un point de vue drague, d'un point de vue vraiment, elle s'illuminait. Et ça, c'est mon plus beau souvenir, parce que c'était une personne qui ne voyait pas son apparence physique, et les autres autour d'elle disaient, mais c'est incroyable, t'es en train de t'illuminer. Et moi-même, je le voyais, et elle m'avait attribué sa confiance, et en fait, elle devenait solaire, et elle était fière de ce qu'elle était devenue grâce au maquillage, alors, qui était très simple, très light et basique, mais c'était beau de l'avoir rayonné comme ça, et on se dit, bah ouais, en fait, l'apparence, ça compte pour l'estime de soi, même pour les personnes qui se voient pas. Une super belle anecdote, génial. Tu as créé depuis donc 2020, tu disais ProAdapt, qui aide justement les personnes à reprendre confiance en elles grâce à l'activité physique. Là, tu as créé aussi un accompagnement au sein des entreprises depuis, je crois, 1 an et demi. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus précisément, et aussi comment toi, ça t'accompagne au quotidien vis-à-vis de ta maladie, etc. Alors, si on revient sur le pourquoi j'ai créé ProAdapt en 2020, donc j'ai vécu ce que malheureusement beaucoup de personnes vivent en ce moment, un burn-out, parce que je pense que vous avez compris que je donne beaucoup d'énergie dans mes projets et au travail. Et voilà, j'ai beaucoup trop donné par rapport à ma santé, à mes capacités, ma maladie. Et j'étais heureuse de donner autant. Donc c'est un peu compliqué, surtout en tant que psychologue du travail, de devoir descendre et de devoir vivre un épisode de burn-out, d'arriver vraiment dans cet état de pas bien, de mal-être. Et donc ma situation de santé au niveau de mes maladies, parce que j'en ai 2, en fait, j'ai un syndrome de Sapho et une spondylarthrite, se sont vraiment dégradées, et je pouvais carrément plus bouger le bras droit, je l'avais en écharpe, je pouvais plus rien faire, plus me brosser les dents, le coiffer, mon bras droit était immobilisé. Et en fait, j'ai un ami que j'ai rencontré sur les bancs de la fac des années plus tôt qui m'a dit « Dora, tu parles jamais de ton handicap, tu te plains jamais précisément, mais qu'est-ce que c'est ? Moi, je suis enseignant en activité physique adaptée santé. J'aide les personnes, grâce à l'activité physique, à retrouver de l'autonomie, diminuer des douleurs. Je peux t'aider, mais dis-moi ce que tu as. » Et donc, on n'a pas ciblé sur qu'est-ce que j'ai d'un point de vue médical, le Sapho, la spondie, parce que chacun a des manifestations différentes des maladies. C'est quel mouvement je pouvais faire, quel mouvement je ne pouvais pas faire, qu'est-ce qui me générait de la douleur. Et donc il m'a fait faire des exercices tout simples, lever les bras comme ça, quelques secondes, vers le haut, sur les côtés. Et là je me suis rendu compte que vraiment j'étais dans un état de santé catastrophique, parce que je ne pouvais même pas lever le bras droit quelques secondes, enfin ça me faisait vraiment mal. Et il m'a conseillé des activités physiques. En quelques semaines, sans vous mentir, en quelques semaines, ma situation de santé a changé. Déjà, j'ai retrouvé du bien-être, j'ai retrouvé des capacités, j'ai retrouvé de l'autonomie, et puis petit à petit, j'ai pu me rebrosser les cheveux avec ma main droite, la réutiliser, etc. Et au bout de quelques mois, vraiment, j'avais plus mal. Et j'ai même arrêté les médicaments antidouleurs. Et j'étais voir mon spécialiste, mon rhumatologue, il a dit « c'est génial, arrête quoi ». Et je lui ai parlé d'activité physique, il m'a dit « mais oui, on avait tendance à dispenser de sport pendant des années, et maintenant on prône justement l'activité physique adaptée, mais il n'y a pas beaucoup de structures qui accompagnent ». Et donc c'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer ProAdapt. Donc mon ami d'enfance, je lui ai dit « et chiche, on crée un truc pour aider les millions de Français qui souffrent de leur santé, que ce soit de maladies, de handicap, de poids, d'âge, pour les aider à retrouver du bien-être, les aider à être mieux dans leur corps, parce que quand on est bien dans son corps, on est aussi bien dans sa tête, enfin voilà, à retrouver du peps et tout ça ». Et donc, je me suis lancée dans l'aventure entrepreneuriale à côté de mon CDI en tant que psychologue du travail. Donc, j'ai eu l'idée tout de suite, j'ai dit à Béranger, donc mon cofondateur, c'est quelque chose où on ne va pas forcément aller chercher le business. Moi, je ne voulais pas avoir ces valeurs de faire de l'argent sur le dos des personnes qui ne vont pas bien. Je veux juste aider les personnes qui ne vont pas bien. Donc, j'ai tout de suite eu l'idée de créer une innovation digitale où, en fait, les bénéficiaires, donc les clients, mais nous on préfère les appeler des bénéficiaires, remplissent un check-up des capacités digitales. Donc est-ce que je peux tourner la tête à gauche, est-ce que ça me génère de la douleur, est-ce que je peux lever le bras, etc. Très précis. Et ensuite j'ai créé un algorithme, enfin j'avais l'idée de créer un algorithme qui me fait matcher des mouvements bénéfiques pour la santé en fonction des capacités. Donc j'avais l'idée. Mais je n'avais pas du tout comment la faire. Et je ne suis pas de la tech et je n'étais pas entrepreneur d'une manière structurée dans ma vie. Et donc, c'est là que Willa est apparue parce que voilà, j'ai remporté un appel à projet pour
rejoindre les sprinteuses, qui est un de leurs programmes. Et en fait, ça a permis de tout structurer du départ et de passer d'une idée, alors j'étais un petit peu avancée dans mon idée, mais de passer d'une idée un peu farfelue à une véritable innovation digitale, un véritable produit qui est maintenant accessible à tous. Donc ça existe. ProAdapt accompagne des dizaines de personnes et on a des personnes qui ont soit eu des graves accidents de vie, soit des accidents au travail, soit des maladies dégénératives, soit qui souffrent de leur poids. J'ai même reçu un appel un jour en me disant « Dora, je suis dans une situation de santé dramatique qui s'empire, mon médecin m'a dit de choisir entre la vie et la mort. Est-ce que tu peux m'aider à vivre parce que j'ai choisi de vivre ?» Oui, on va essayer. Mais voilà, c'est une personne qu'on a accompagnée petit à petit à faire de l'activité physique dans son lit, puis assis, puis debout. Et en fait, c'était une personne qui pouvait marcher, mais qui n'en avait plus la force. On ne promet pas aux paraplégiques de retrouver l'usage de leurs membres. C'est pas du tout ça. C'est retrouver les capacités pour de l'autonomie, du bien-être, améliorer le sommeil, améliorer l'énergie qu'on a au quotidien grâce à l'activité physique. Et c'est vrai qu'on a des belles expériences de vie, d'accompagnement, donc ça c'est merveilleux. Et sauf que je me suis rendu compte que j'ai du mal en termes de valeur de développer ce service, donc qui est payant même si c'est que 39 € pour 1 an, c'est rien. Mais j'ai du mal à vendre, je ne suis pas une commerciale du tout. Et je préfère organiser des actions de sensibilisation gratuitement, de manière pro bono. Donc en fait, j'ai un autre business plan maintenant. Je vais chercher des subventions, je vais chercher des entreprises qui peuvent nous aider, des appels à projets où je récupère de l'argent et je propose gratuitement ces accompagnements-là ou ces sensibilisations-là. Donc ProAdapt est en train de se réorienter, justement comme tu l'as dit, pour intervenir en entreprise plus, parce que là, j'ai aucun scrupule à aller proposer des interventions payantes en entreprise. Et en plus, je leur dis, vous voyez, c'est génial parce que quand vous faites appel à ProAdapt, on a des compétences dans la santé, dans la prévention des troubles musculo-squelettiques, toutes ces compétences que j'ai développées, en plus de la psychologie du travail. Je vous les propose, je vous les mets à disposition, l'inclusion des personnes en situation de handicap, tout ça, je vous les mets à disposition. Et en contrepartie, on organise des actions pro bono sur le territoire français pour les personnes qui ne vont pas bien. Donc il y a une véritable stratégie RSE qui est plutôt très très bien vue côté entreprise en plus. Cette maladie, le syndrome de Safo, elle est là tous les jours. Ce corps médical ne connaît pas ma force de caractère. Peut-être finalement que c'est grâce à eux que j'ai développé cette force de caractère. Avec ProAdapt, je vous propose de mettre à disposition mes compétences de psychologue du travail dans ces domaines. Je vous remercie énormément. Je suis bien manager, je suis bien ProAdapt. Et justement, en entreprise, est-ce que tu aurais des conseils ou, je sais pas, une approche un peu particulière justement sur l'activité physique au travail? Parce que c'est vrai qu'on reste toute la journée devant un ordi, on n'a pas trop tendance à bouger, machin et tout. Et aussi l'inclusion des personnes en situation de handicap ou qui souffrent de maladies chroniques, etc. Est-ce que tu as une approche par rapport à ça, des conseils à nous donner je sais pas, voilà. Oui. Alors, c'est deux sujets qui peuvent paraître complètement distincts. L'activité physique, la santé, la prévention et l'inclusion des personnes en situation de handicap. Parfois, j'ai la remarque et je leur dis, non, en fait, puisque un salarié qui a des spécificités de santé, handicap ou autre, peu importe, si il est bien au travail, parce que l'employeur prend en compte ses spécificités de santé. Donc, par exemple, une personne en situation de handicap, un salarié handicapé, l'employeur va adapter son rythme de travail, va adapter son environnement de travail, va oser être bienveillant avec lui, parler de ses capacités, de ses soucis de santé, si le salarié souhaite en parler, etc. Il va être bien au travail, donc il va être performant avec son équipe aussi, et donc il va être en bonne santé et ensemble ils vont pouvoir atteindre les objectifs, les KPI de l'entreprise. Donc en fait finalement tout ce qui est inclusion, santé, prévention, c'est un peu mêlé. Pour les sujets du bien-être, de la QVCT, c'est hyper à la mode, notamment avec la semaine en juin de la QVCT, et la performance pour atteindre les KPI de l'entreprise. Après, par rapport à l'activité physique, souvent on me dit, moi je suis pas une sportive, surtout là avec l'actualité des JO, le sport c'est pas pour moi, j'ai pas la capacité, j'aime pas ça, etc. Il y a une vraie distinction qu'on oublie entre le sport et l'activité physique.
L'activité physique, ce qui compte, c'est bouger, même si c'est un petit peu, pour sa santé. C'est-à-dire que moi qui ai une maladie aux os, si je suis en crise, eh bien, je peux faire quelques mouvements, même si c'est 2 minutes, c'est déjà bien, parce que j'ai bougé en fonction de mes capacités du jour. Si finalement ma crise s'arrête et que 3 jours après je vais mieux, eh ben, je fais une séance de 20 minutes, d'une demi-heure, d'une heure. Ouais. Et c'est bien aussi. Oui. Si le lendemain ça va de nouveau pas, je refais 2-3 minutes et c'est très bien. Donc il n'y a pas d'histoire de culpabilisation, il n'y a pas d'histoire de performance. Alors que dans le sport, on va chercher à dépasser ses capacités, faire mieux, courir plus vite, courir plus longtemps que soi-même, que les autres, et puis aller poster sur les réseaux, « Ah là là, j'ai couru 3 km en je sais pas combien de temps, être fier, allez, ouais, on va se booster, etc. » Et on va vraiment aller chercher la performance, se dépasser, etc. Et c'est là où les personnes qui ont des soucis de santé ont des problématiques et disent c'est pas pour moi, c'est parce que elles n'ont pas envie de se dépasser dans ce champ-là ou elles s'en sentent pas capables. Et donc l'activité physique, vraiment, il n'y a pas de stress, vous inquiétez pas, juste bougez pour votre santé en fonction de vos capacités. Et donc c'est ça qu'on propose au travail, parce que quand on est effectivement en travail sédentaire, en télétravail ou devant son ordinateur toute la journée, tous, le soir, on a mal à la nuque, on a des raideurs dans les épaules, ça va pas. Et donc l'activité physique, on va pas courir un marathon entre midi et 2, être tout transpirant et de revenir tout rouge à la réunion de 14h, c'est pas le but. Simplement, on peut faire des mouvements des jambes, par exemple, pendant qu'on est en visio, qui sont très discrets, qui permettent de faire circuler le sang et de ne pas avoir les fourmis dans les jambes en fin de journée. On peut faire des mouvements des poignets, des doigts, des épaules, muscler les muscles profonds, par exemple aussi pour la tenue du haut du corps, de la colonne vertébrale, etc. En fait, tout simplement agir en prévention des troubles musculo-squelettiques ou des méfaits de la sédentarité grâce à l'activité physique. Sachant que les TMS, c'est la première cause de maladie professionnelle en France, donc qui sont évitables et qui représentent des milliards de dépenses de la sécurité sociale et des entreprises, parce que malheureusement, les TMS amènent aussi à des incapacités, donc des invalidités, des licenciements pour inaptitude, ce genre de choses, des choses qui sont évitables à la base. Donc il est temps d'agir là-dedans. Et d'ailleurs, le gouvernement a mis en place des exonérations URSSAF pour agir dans le domaine de la santé et de la prévention grâce à l'activité physique, parce qu'ils se rendent compte qu'il ne faut pas agir qu'après en curatif, il faut agir en prévention absolument. Et c'est là où, avec ProAdapt, on intervient. Et en plus, c'est des moments conviviaux, on passe des bons moments, les salariés repartent avec des véritables clés opérationnelles de comment prendre soin de leur santé. En quelques minutes. Donc c'est sympathique ces interventions-là. Ouais, et puis il y a vraiment aussi cet enjeu d'être bien dans sa tête quand on est bien dans son corps. C'est hyper important. Et moi je trouve ça super intéressant ton approche sur l'activité physique et pas le sport comme on l'entend en tant que performance, le chrono, se dépasser et tout. Justement, et puis on va pas mettre la jambe en l'air en position de yoga, en tenue de travail, tu vois, si on est en costard ou quoi, ou être ridicule devant ses collègues, c'est pas le but. Ouais, c'est ça. C'est juste bouger un petit peu pour sa santé, pour prévenir les TMS, et voilà, qu'on puisse être... En fait, comme tu dis, quand on est bien dans son corps, on est bien dans sa tête, et du coup, on est plus performant. Si on prend 2 minutes ou 5 minutes de pause pour faire quelques mouvements, déjà, on peut aller aux toilettes, on peut aller boire, parce que des fois, on enchaîne les réunions, et puis on oublie tout ça, alors qu'on en a besoin. Et en fin de journée ou en fin de matinée, on se dit « Oh, j'en peux plus !» Mais non, mais en fait, on peut prendre une petite pause juste avant. Et puis, en plus, après, on est performant. Parce qu'on a oxygéné le cerveau, parce qu'on a osé prendre 30 secondes, 1 minute ou 2 minutes de pause. Et puis, le soir, on est bien. On arrive du coup aussi à couper entre la vie pro et la vie perso. On arrive à avoir un bon équilibre. On se sent bien le soir quand on rentre chez soi ou quand on ferme l'ordinateur si on est en télétravail. C'est hyper important. Et que ce soit accessible à tous. Tout à fait. Aux personnes en situation de handicap. C'est des petits exercices hyper simples à mettre en place, qui sont adaptés en fonction de chacun, et ça, c'est hyper important. Justement, est-ce que sur la vision de l'activité physique et du sport, qui sont du coup 2 choses différentes, tu vois un peu un changement des mentalités, je sais pas, dans les médias, dans les gens que tu rencontres, justement au gré de tes rencontres, de tes formations et tout. Je pense notamment aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Grosse actualité. Grosse actualité. Justement, ils essayent de faire des jeux les plus inclusifs possibles et tout. Est-ce que pour toi, ça te parle ? Tu trouves que c'est bien ? Est-ce que ce qui est fait, c'est bien ? C'est quoi ton point de vue là-dessus ? C'est un point de vue personnel, hein, bien sûr, qui n'engage à rien. C'est une belle actualité. Ça fait bouger la France, ça fait bouger les choses. Je pense que ça fait aussi bouger, même si c'est pas assez aux yeux de beaucoup, tout ce qui est accessibilité des transports, des événements. En tout cas, on en parle.
il n'y a peut-être pas tout qui est fait, mais ça permet de mettre le doigt dessus. Et au niveau international, on va voir vraiment le doigt qui est mis dessus. Maintenant, on est vraiment ciblé sport dans les JO et dans les Jeux paralympiques. Et j'ai des très bons contacts avec les organisateurs des Jeux paralympiques, par exemple. Et notamment des contacts personnels avec certains interlocuteurs que je ne vais pas nommer pour garder la confidentialité, mais depuis la création de ProAdapt, des personnes que je connais vraiment personnellement, et qui m'ont dit « c'est génial ce que tu fais avec ProAdapt, mais nous on ne peut pas te soutenir d'un point de vue officiel, puisque notre message qu'on doit transmettre, c'est faites du sport en club ». C'est ça les JO et les Jeux paralympiques. Donc il y a encore beaucoup de personnes qui ont des handicaps ou qui ont des spécificités de santé qui disent c'est génial ce qu'on va voir à la télé ou alors on peut peut-être avoir des places pour aller voir des événements, mais ça reste du sport en club. Et en fait il y a des millions de personnes qui souffrent et qui n'osent pas aller en club parce qu'elles n'aiment pas leur apparence physique, elles n'aiment pas ce qu'elles reflètent, elles se trouvent trop grosses, elles se trouvent trop handicapées, elles se trouvent pas assez bien par rapport aux autres, elles ont un véritable problème d'estime d'elles-mêmes. Et donc, elles ne vont pas aller en club pour ça. Ou alors, elles pensent que le club n'est pas adapté à leurs soucis de santé. Donc, il y a encore du chemin à faire dans bouger pour votre santé. Ce n'est pas que du sport en club. Ça peut être de l'activité physique chez soi ou en extérieur ou en club ou en entreprise. Donc, il y a un message à transmettre encore dans ce domaine-là. Mais ça fait bouger les choses et ça, c'est positif. Ouais, trop bien. Est-ce que tu aurais quelque chose que tu veux aborder ? Là, on va, je pense, bientôt arriver à la fin de cet épisode. Un message à faire passer, je sais pas, soit pour quelqu'un qui a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, qui a plein d'idées, plein de choses qu'elle a envie de faire, mais qui sait pas trop comment faire, ou alors à la petite Dora que t'étais quand t'étais enfant et qui se regarde comme ça, waouh, ou je sais pas, des personnes qui justement savent pas trop comment bouger, qui cherchent à avoir une activité physique. Qu'est-ce que tu voudrais leur dire ? Alors, en conclusion, franchement, c'est merveilleux de vivre l'aventure que je suis en train de vivre. Je suis hyper honorée chaque jour de rencontrer des personnes comme Flamme, comme Willa ou peu importe qui. En fait, quand on a une ouverture d'esprit, quand on a une position de bienveillance et qu'on croit véritablement qu'il y a des belles choses dans la vie, on fait des merveilleuses rencontres. Donc ça, c'est une première chose. Et en entreprise, comme nos accompagnements aussi auprès des particuliers, me font vivre des véritables belles aventures. Quand je fais des interventions sur un handicap sur 2 arrive au cours de la vie, comment on réagit en entreprise, comment un manager peut gérer ce sujet concrètement du handicap en entreprise, comment il ose aborder la question du handicap et comment... c'est pas grave s'il n'a pas les bons mots, mais au moins qu'il a une posture, qu'il a une bienveillance, qu'il a sa porte ouverte, qu'il est ouvert au dialogue. Et les témoignages qu'on a des managers, des salariés, de l'impact de nos interventions, on se dit ça c'est chouette, parce qu'au moins on participe un petit peu à l'évolution des mentalités. Donc mon message que je veux transmettre par rapport à ça, c'est vraiment, je crois en pouvoir des petits pas. C'est-à-dire que moi je fais des petits pas, j'ai pas des grosses chevilles et j'ai pas... ma prétention de dire que je fais des choses immensément, qui ont un grand impact. Mais voilà, je fais des petites choses et modestement, je contribue à l'évolution des mentalités dans le domaine de l'inclusion, de la prévention, de la santé au travail. Et ça, c'est agréable, c'est chouette. Et de voir que ça fonctionne, que c'est un véritable impact. Et aux personnes en général, j'aimerais dire que voilà, il faut oser rêver, oser imaginer un champ des possibles qui parfois paraît impossible. Retrouver son âme d'enfant, justement. Parce que quand on est enfant, on a une pensée imaginaire, on se dit « Ah, je voudrais faire tel métier, je voudrais faire ça, je voudrais réaliser tel rêve ». Et avec l'adolescence, avec la vie d'adulte, on a plein de contraintes, plein de réalités qui nous tombent sur le coin du nez. Et on passe très vite à la pensée rationnelle. « Ah non, mais si je fais ça, mais j'ai tel emprunt, je vais pas y arriver, j'ai pas les compétences, etc. » Ouais, d'accord. Mais comment tu peux réaliser tes rêves, oser avoir des rêves, et comment tu peux les réaliser? Identifie des personnes ressources, des personnes qui ont atteint ces rêves, comment elles y sont arrivées, mets-toi en place tout un cheminement d'étape par étape, développe des compétences, entoure-toi de personnes ressources qui sont merveilleuses, et il y a des belles choses qui sont possibles. Donc oser rêver et oser atteindre ses ambitions et ses rêves. Merci beaucoup, vraiment, tu as un parcours super inspirant, plein de projets, plein de choses que tu as faites
hyper différentes et c'est vraiment super inspirant. Moi, je retiens vraiment ton optimisme justement pour une société plus inclusive, ton engagement auprès des personnes qui souffrent, qui sont en situation de handicap et qui ont envie de bouger, de mieux vivre à la fois dans leur corps et dans leur tête. Et franchement, moi, ça me touche vraiment personnellement, donc hyper inspirant. Merci beaucoup. Merci. On pourra peut-être mettre les réseaux de ProAdapt, même sur LinkedIn, sur LinkedIn, en description de la vidéo. Merci encore et merci aussi à Willa de nous avoir accueillis et puis à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.